Alors, moi, c'est un environnement média, puisque News Participation est la holding du groupe de BFM TV, RMC Découverte, et ensuite 01 aussi, et BFM Business. Donc voilà, depuis maintenant 15 ans. Donc c'est vous qui êtes à la création avec Alain, oui, avec Alain du groupe. Donc on a racheté RMC, on a commencé par racheter RMC en 2000 et puis ensuite on a continué jusqu'à aujourd'hui. Une superbe réussite professionnelle. Et alors qu'est-ce qu'on fait quand on a réussi professionnellement et qu'on a la possibilité d'œuvrer différemment quand on est une femme finalement? Parce que c'est pas Alain qui l'a fait ça. Hein. Alors j'ai le même problème, c'est que c'est Alain qu'on voit tout le temps, bien sûr, puisque c'est Alain qui parle partout. Moi je suis en back-office depuis 27 ans. Je suis en back-office. À la maison et au travail. À la maison au travail. Même si maintenant on est séparés depuis quelques années, on continue à être associés et à travailler ensemble tous les jours. Et je reste en back-office malgré tout. Donc c'est compliqué. C'est dingue parce que c'est je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a monté ce groupe ensemble, mais c'était Alain qui a parlé, c'est Alain qui est le président. Je suis directrice générale et je suis en back-office depuis maintenant, quand on s'est rencontrés à 20 ans, qu'il était à Énergie, que j'étais à Énergie, et j'ai continué à être en back-office. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Et bon, je ne m'en plains pas parce que j'ai pu progresser aussi dans le groupe, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est vraiment une souffrance, effectivement, c'est une souffrance. J'essaie de faire passer ce message à mes enfants, notamment à mes 2 filles, surtout l'aînée qui voudrait travailler avec son père dans le groupe. Et je lui dis, non mais c'est vrai, c'est compliqué parce que pour se faire une place, déjà, alors, non seulement elle est une femme, mais maintenant elle est la fille d'eux. C'est-à-dire qu'elle est plus, moi je suis plus la femme d'eux puisque je suis séparée d'Alain, mais elle était elle a la fille d'eux. Et c'est compliqué parce qu'elle a fait HEC, elle a fait une école de journalisme, elle a fait donc aussi à SAS, et donc elle est totalement formée et prête dans le groupe. Elle a fait de l'alternance dans notre groupe en tant que journaliste, et malgré tout, eh bien, elle a du mal, mais c'est pas elle qui a du mal, c'est son père qui a du mal à lui trouver et à lui faire une place parce que il a, je pense, justement elle est la fille d'eux et elle est une fille. Non seulement elle est la fille d'eux, mais en plus elle est une fille. Je pense que ce serait notre garçon, ça serait peut-être plus facile. Elle a un double handicap, oui, bon. Donc voilà, en tout cas, en ce qui nous concerne chez Nous Spart, moi je travaille donc dans ce groupe depuis 2000. On est un groupe familial et on a toujours été très attaché à faire passer des messages à nos salariés, et on a toujours voulu faire de la philanthropie. Moi j'ai toujours voulu faire de la philanthropie, et donc j'ai toujours insufflé au groupe cette envie, et on a monté une association au départ qui est maintenant un fonds de dotation, qui est un véhicule entre la fondation et l'association, et on a depuis maintenant presque 10 ans sensibilisé les citoyens aux gestes de premier secours, parce qu'on a fait un constat il y a donc presque 10 ans qu'il y avait 50 000 morts en France, donc 100 personnes par jour qui mouraient d'un arrêt cardiaque. Et à l'époque, donc quand on a commencé, on était 2% de personnes à être sauvées. Et parfois dans des conditions un petit peu difficiles, qu'il y avait à peine 5 000 défibrillateurs installés en France et que personne ne connaissait ce que c'était qu'un défibrillateur. Donc en 2007, quand la loi est passée pour dire que toute personne non médecin pouvait utiliser un défibrillateur, nous nous sommes lancés sur cette voie, et nous avons donc fait des grandes tournées nationales, utilisé nos médias, présenté des PPL aux institutionnels, au gouvernement de gauche et de droite, puisque moi je suis transpolitique, puisque l'arrêt cardiaque touche tout le monde, même si mon cœur, effectivement, à un moment donné, puisque j'ai fait les régionales avec Valérie Pécresse, voilà, à droite, mais j'étais avec Valérie quand on a fait les régionales, et on a même fait la première émission philanthropique sur les médias, qui s'appelle À but non lucratif, et qui est une émission qui rapproche les mécènes avec les fondations, donc que ces grandes entreprises aident financièrement. On a voulu les mettre en avant pour justement dire que les associations et les fondations ou les fonds de dotation, c'était aussi un vrai business, et qu'il fallait être aussi professionnel pour pouvoir intéresser des grosses entreprises comme Veolia ou comme des grosses entreprises dans le CAC 40. Et donc c'est une émission qui marche très bien, et qui marche tellement bien qu'on a
l'idée l'année prochaine, plus qu'une idée, même un projet qui est bien écrit, de créer un award de la philanthropie, ça serait en juin prochain, sur le principe des BFM Awards, que maintenant que les gens connaissent, qui a 10 ans. Et on voudrait récompenser les entreprises qui sont des gros mécènes, et ainsi que les fondations ou les associations qui se comportent, on va dire, de façon très professionnelle, pas correctement, mais de façon très professionnelle. Il faut absolument, justement, aider ces associations et ces fondations à être très professionnelles et à pouvoir expliquer ce qu'elles font de l'argent, comment elles ont la vision sur plusieurs années. Donc ça, c'est important. Et donc, par l'intermédiaire justement de l'émission, on fait rencontrer le monde associatif et le monde de l'entreprise. Et ça crée toujours pas mal de synergie après l'émission. Donc, c'est assez rigolo à voir. Et donc, voilà. Donc, on est très, nous, dans une espèce de vision philanthropique. On pense que l'entreprise a joué un grand rôle, doit jouer un grand rôle, et que l'État n'est pas providence, et que donc l'entreprise doit faire quelque chose. Tout à fait d'accord. L'association en période de crise, ce n'est pas ce qui est le plus facile à développer. Je crois que le côté professionnel est indispensable pour assurer la survie de ce monde, qui est indispensable au développement, à l'innovation et au développement économique de notre pays. Et je crois que on a les mêmes réflexes aujourd'hui, même sur les territoires, où pour développer de grands projets, on a besoin de partenariats publics-privés, parce que sans ça, on n'y arrive pas, bien évidemment. Et souvent, l'expertise vient aussi du privé, bien sûr. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'en plus, les entreprises sont beaucoup plus réactives. C'est-à-dire que quand elles adhèrent à un sujet sur le développement durable ou sur la santé, eh bien, effectivement, elles peuvent réagir très vite et soutenir une association ou une fondation sur plusieurs années, parce que cette fondation, justement, ou cette association aura une vraie vision et pourra faire changer un paramètre parce que justement elle va travailler correctement et travailler aussi bien en mécénat de compétences qu'en mécénat financier, parce que je pense que c'est important. Chez nous, par exemple, à chaque fois qu'on a des jeunes qui arrivent dans notre entreprise, on a une journée d'intégration, ce qu'on appelle une journée d'intégration. Donc Alain vient présenter l'entreprise et moi je viens présenter donc notre association. J'ai mon équipe qui vient avec ces espèces de petits personnages que vous avez là sur la gauche. On va voir ça, on va avoir une tous nos nouveaux salariés sont formés aux gestes de premier secours. Systématiquement, ils sont formés aux gestes de premier secours, et régulièrement dans l'année, on propose des séances par étage, puisque nous sommes maintenant pratiquement 1000 dans le groupe. Nous proposons des séances par étage à nos journalistes et à nos salariés pour qu'ils puissent réapprendre ces gestes de premier secours. Nous avons bien évidemment des défibrillateurs dans notre immeuble, et nous incitons les grandes entreprises à en mettre, et ça marche très bien. Des groupes comme Nexity ou Veolia, RDF ont des défibrillateurs justement dans les bureaux. Et nous avons en plus créé une application qui s'appelle Steny Alive, que je vous incite à télécharger sur votre iPhone ou sur vos Android, qui est une application gratuite et qui vous permet à tout moment de savoir où il y a un défibrillateur le plus proche, et en cas d'urgence, vous pouvez avoir accès à ce défibrillateur parce qu'il est géolocalisé, et donc vous pouvez à tout moment savoir où il est et aller le chercher. Donc cette application est en 13 langues, parce qu'on a voulu justement pouvoir faire en sorte que les gens qui sont à Paris, par exemple, les touristes, puissent avoir accès à cette application gratuite. Elle a été téléchargée plus de 1 million de fois. Donc pour une application qui n'est pas un serious game, mais qui est juste une application qui géolocalise avec des tutoriels dedans justement de gestes de premier secours, qui sensibilise aux gestes de premier secours, effectivement c'est une application qui a été beaucoup téléchargée. Et le fait qu'elle soit en 13 langues nous permet, ça c'est assez drôle, d'avoir des signalements de défibrillateurs dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on en a, des gens ont signalé des défibrillateurs en Inde, aux États-Unis, un peu partout. Alors on a à peu près maintenant 80 000 défibrillateurs qui ont été référencés dans cette application, et qui est mise à jour par une entreprise, puisque nous on n'a pas évidemment le moyen humain et le temps de le faire, mais c'est une entreprise qui s'en occupe, une société qui régulièrement met à jour ces défibrillateurs, et puis ensuite fait en sorte que cette application évolue. Notamment, on va faire avec les pompiers de Paris et la mairie de Paris
un test sur des bons samaritains. C'est-à-dire que demain, si vous êtes formé au geste de premier secours, vous pouvez tout à fait vous déclarer comme bon samaritain dans l'application. Et à tout moment, s'il y a un arrêt cardiaque proche de vous, vous allez recevoir une notification. Si vous répondez oui à la notification, si on vous dit il y a un arrêt cardiaque proche de vous, est-ce que vous voulez y aller? Si dans les 2 secondes, vous répondez oui, dans ces cas-là, vous êtes en relation directe avec les secours. Et là, à partir du moment où vous êtes en relation directe avec les secours, on vous donne l'adresse de la personne qui est en état d'arrêt cardiaque, et on vous dit dans ces cas-là, voilà, c'est une personne qui habite 12 rue d'Oradour-sur-Glane, les secours arrivent, il y a un défibrillateur à tel endroit, allez chercher le défibrillateur ou allez auprès de la personne, faites-lui un massage cardiaque, envoyez quelqu'un chercher un défibrillateur, et ça, on va faire ce test pendant 1 an, parce que si ça fonctionne, ça voudra dire que le premier témoin, c'est-à-dire nous, on pourra faire quelque chose avant que les secours arrivent, parce que les secours mettent 12 minutes pour arriver, et un arrêt cardiaque, c'est 4 minutes pour sauver la personne. Donc si, au bout de 4 minutes, personne n'a rien fait, que vous êtes devant la personne qui est au sol, et que vous n'avez pas appelé les secours, que vous n'avez pas bougé, la personne est morte. Vous ne pourrez plus la sauver. Alors que si vous faites quelque chose, toutes les minutes qui passent, si vous faites quelque chose, c'est 1 minute de plus pour la sauver, alors que si vous ne faites rien, toutes les minutes qui passent, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre ces gestes de premier secours. C'est très important. Ça va vous prendre une demi-journée dans votre vie, mais ça peut sauver une vie. Et on a triplé le taux de survie maintenant. C'est-à-dire qu'on était à 2% de taux de survie. On est à pratiquement 8%, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à des villes comme Amsterdam, où ils ont 40% de vies sauvées. À Seattle, ils en ont 60. À Las Vegas, ils en ont 80. Mais à Las Vegas, c'est assez drôle. Ils en ont 80 parce qu'ils ont énormément d'arrêts cardiaques, parce que les gens font des fibrillations ou parce qu'ils ont trop perdu ou parce qu'ils ont trop gagné. Et donc, ils ont des défibrillateurs partout. Et des gens, tous les croupiers sont formés aux gestes de premier secours. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ne veulent absolument pas communiquer là-dessus. Donc, nous, on le sait parce qu'on a effectivement des statistiques. Mais c'est assez drôle de voir qu'effectivement, ils ne veulent pas communiquer sur ça. Votre partenariat avec les acteurs de la santé, médecins, hôpitaux, etc., comment ça s'est passé? Bien? Alors oui, bien sûr. Oui. Alors, avec les services des secours, au départ, c'était un petit peu compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on veuille, nous, en tant que non-sachants, mais société civile, s'immiscer dans la boucle de la chaîne de survie. Donc, il a fallu leur expliquer. Et la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir le président du SAMU de Paris, le professeur Carly, qui est un personnage, et je lui ai dit, écoutez, puisqu'on va essayer de travailler ensemble, je vais me mettre président de mon comité scientifique. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour le convaincre. Du coup, il a été président du comité scientifique, et comme il m'a dit oui, il a été obligé de m'écouter et de faire en sorte que les choses avancent. Donc, ça a été pas mal. Et il me suit depuis 8 ans, donc ça va, il n'y a pas de problème maintenant. Alors, Staying Alive, ce n'est pas une musique qui a été choisie de manière comme ça anodine, hein? Non, ce n'est pas un nom qui a été choisi de manière anodine. C'est effectivement, Virginie, c'est le rythme du massage cardiaque et sur la musique des Bee Gees. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est aux États-Unis qu'ils ont trouvé ça. Donc, si vous massez une personne, vous pouvez chanter la petite chanson entre vous dans votre tête en disant « Ah, 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 staying alive, staying alive ». Et ça, c'est le rythme pour faire le massage cardiaque, puisque c'est à peu près 100 massages par minute. Et donc, vous arriverez à tenir le choc en vous chantant la chanson, parce que c'est effectivement quand même assez choquant. Et si vous l'avez appris dans votre entreprise, et ça c'est vraiment important parce que c'est par les entreprises que ça va passer. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait d'obligation légale d'installer des défibrillateurs, puisque de passer de 5 000 à plus de 150 000 défibrillateurs en 8 ans, sans obligation légale, mais uniquement en mobilisant les collectivités locales et les entreprises, eh bien, j'étais encore hier au ministère du Travail et je leur disais, parce qu'il y a une PPL qui vient de sortir sur une obligation d'installer des défibrillateurs dans des entreprises de plus de 50 salariés. Mais je fais, mais ça ne sert à rien de faire ça. Il faut mobiliser les gens et pas les obliger, parce que ça fait presque 10 ans qu'on travaille là-dessus, et sans obligation, on y est arrivé. Donc, il ne faut pas faire d'obligation légale. À la limite, il faut les obliger à déclarer leur défibrillateur, parce qu'on en a besoin, les obliger à maintenir leur défibrillateur, parce que ça, c'est important aussi, mais les obliger à installer des défibrillateurs, c'est pas possible, parce que de toute façon, ils arriveront toujours à trouver un moyen, s'ils ne veulent pas le faire, de ne pas le faire. Donc, ça ne sert à rien. Mieux vaut avoir des entreprises mobilisées qui iront jusqu'au bout du processus que d'avoir des entreprises qui vont traîner du pied. Et effectivement, ils ont compris. La personne que j'ai rencontrée a effectivement compris et il m'a dit, effectivement, on va travailler là-dessus. Surtout qu'ils font un plan santé
qui est pas mal, dans l'entreprise, dans la santé au travail, qui est, je trouve, intelligent parce que c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on ne va pas éternellement penser au burn-out, mais on va parler plutôt des maladies cardiovasculaires et comment sensibiliser les gens et prévenir les gens sur les maladies cardiovasculaires, ce qui est important. Et nous, avec la ville de Nice, on a un grand projet l'année prochaine et je voulais en parler parce que c'est important. On a le projet de former les enfants de CM2 en une seule journée, tous les enfants du CM2. On va faire un super rassemblement. On va faire un super rassemblement sur la coulée verte à Nice et on va tous les former grâce à un petit personnage qui s'appelle Bob. Qui est voilà, il est là, Bob. Je ne sais pas si ta collaboratrice veut nous le montrer. Mais merci Isabelle, c'est gentil. Qu'on fasse connaissance avec Bob. Et Bob est un petit personnage. Alors c'est un personnage qu'on a vraiment enfanté en 8 mois. C'est un garçon. Bob, non, alors c'est un garçon, Bob. Oui, mais on l'a appelé Bob parce qu'il a une mousse à l'intérieur et ça nous avait pensé à Bob l'éponge. Ah. Donc voilà pourquoi on l'a appelé Bob. C'était le nom de travail et on l'a gardé. Et ce personnage va permettre, à un coût ridicule, de pouvoir former les enfants aux gestes de premier secours. Et surtout, ce qui est important, c'est que les enfants vont pouvoir déjà faire des dessins dessus comme ils veulent, mais le prendre chez eux et ensuite former leurs frères et sœurs et former les parents. Et ça, c'est très important. Oui, on s'en est rendu compte parce qu'on a fait ça avec la mairie du 9e, Madame Berkeley. On a formé les 400 enfants de CM2 du 9e et ça a été un énorme succès, vraiment. Et on s'est dit que c'était vraiment... on a essayé aussi chez Next City avec 1000 personnes. On a fait 1000 Bob et ça a été un succès aussi. Ouais, vraiment, ça a été un bon succès. Et on s'est dit que, voilà, pour la ville de Nice, les enfants... C'est formidable ce projet. Nous, à Nice, on est hyper fiers de l'accueillir et de faire ce grand rassemblement sur la coulée verte avec tous ces gamins. Ça va être réussi, c'est évident. Puis, en plus, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que quand j'en ai parlé à Virginie et à Christian, ils ont tout de suite dit, mais OK, on le fait. Parce que c'est quand même un sacré challenge. On le fait, on va vous aider, on va trouver des mécènes avec vous, on va vous ouvrir les portes pour qu'on puisse le faire à Nice. Et moi, je suis très fière d'aller faire ce premier test, parce que c'est un test, parce que 4000 enfants d'un coup, on va... Tu rentres dans la danse. Oui, donc, Veolia pourrait s'intéresser... tout à fait. Puis nous, alors, on va la semaine prochaine à Nice, on est reçu par la mairie pour voir comment on va travailler sur ce projet. Et surtout, on va voir l'European Society of Cardiology, qui sont à Nice, et eux vont nous aider à trouver des personnes justement qui seront là pour sensibiliser, voilà, pour former les enfants ce jour-là. Donc on va monter vraiment un projet avec tout ce qui est université, la mairie, et je veux surtout effectivement des acteurs privés parce que c'est important pour moi d'avoir des acteurs privés. Il faut savoir que nous, en ce qui concerne l'association, l'argent que l'on récolte, c'est 90%, presque 95% de sociétés privées. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent de l'État, parce que pour moi, ce n'est pas utile, j'en ai pas besoin. Je préfère qu'ils l'utilisent pour autre chose. Mais je préfère aller voir des présidents de boîtes et leur expliquer ce qu'il en est et leur dire, maintenant, vous allez nous aider. Non seulement vous allez signer la charte des entreprises, parce qu'on a une charte, non seulement ils signent la charte, de toute façon, sinon je ne repars pas de leur bureau. Ils le savent, ils me connaissent. C'est ça, les femmes aussi. Voilà, et puis, ils savent que je suis assez là-dessus assez claire et que quand je viens les voir, c'est parce que je pense que c'est justifié. Et du coup, je leur demande de signer la charte et après de se mobiliser, d'installer des défibrillateurs, de former leurs salariés et après de nous donner de l'argent. C'est le dernier échéance. Une fois qu'ils ont fait ça, je leur dis « Ok, maintenant, tu peux être mécène parce que tu es OK pour moi, donc on y va, on travaille ensemble. » Voilà, c'est ça, exactement. J'ai une petite question. On parle de curatif. Sur le préventif, vous travaillez avec des acteurs de l'alimentation, du sport, enfin, pour avoir une vision systémique. Tout à fait. Alors, on est sur les maladies. Là, on est plutôt sur les maladies cardiovasculaires. Et on a lancé un mouvement en France qui s'appelle Go Red for Women, qui est un mouvement qui existe depuis 12 ans aux États-Unis, qui est sur les maladies cardiovasculaires chez la femme. Il faut savoir que ça tue plus de femmes que tous les cancers réunis. Une femme sur 3 dans le monde meurt de maladies cardiovasculaires. Il faut le savoir, et on ne le sait pas assez. Donc du coup, voilà. Et des femmes jeunes. C'est-à-dire que nous, on travaille avec l'hôpital Pompidou, avec des professeurs de cardio, qui nous disent qu'ils mettent des stents à des femmes de 35 ans. Ça date de 10 ans. Ça date de 10 ans maintenant. La cigarette, il est pour quelque chose? Contraception et cigarette. Contraception, cigarettes sont pour les femmes. En plus, elles boivent. Et qu'elles stressent. En plus. Et le stress en plus. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a lancé donc, le 7 avril de cette année une journée rouge et on a lancé une étude qui n'a jamais été faite en France sur 7000 femmes
Donc 7000 femmes ont répondu à une étude épidémiologique sur 88 questions et on a donné ça à des statisticiens scientifiques qui vont nous sortir les résultats à la fin de l'année. Et en revanche, une fois qu'on aura ces résultats, on aura un état des lieux et on va lancer un grand plan de sensibilisation sur 3 ans pour les femmes, pour leur expliquer effectivement ce qu'il faut faire ou ne pas faire et quel est l'état des lieux. Et pour ça, on a déjà monté un site et on a déjà effectivement une diététicienne, un coach sportif qui donne des petits... sur un site, sur un Facebook gratuit, enfin sur une plateforme gratuite, parce que j'essaie toujours de pas faire payer la société civile, mais de faire payer plutôt les mécènes, effectivement, tout simplement. goredforwomen.france. Ouais. Ouais. Moi, je suis ravie de ces projets qu'on va faire ensemble à Nice, Isabelle. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse réunir les mécènes ici, en la Maison de la Métropole, avec toi et ton organisation, de manière à ce qu'on fasse ici une jolie conférence de presse pour annoncer cet événement et qu'on puisse en faire parler, bien évidemment, et qu'au-delà de Nice, ensuite, ce soit le tremplin vers d'autres villes qui suivront l'exemple pour former les écoles, bien évidemment.